Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un chantier prioritaire de Luis Campos cet été, j'ai nommé l'attaque, là où il ne veut clairement pas se limiter à Hugo Ekitike en matière de recrutement, et d'ailleurs Christophe Galtier l'a encore confirmé aujourd'hui en conférence de presse. En parallèle, comme par hasard, Arnaud Calimundo atterrit à Rennes ce matin pour finaliser son transfert, et dès ce soir, on a des noms d'attaquants qui fuitent dans la presse, qui sont associés au club. Faisons un état des lieux. On a perdu Di Maria, on ne cessera de le répéter, il faut le remplacer. Calimundo est donc parti, rapporte une belle indemnité de transfert. Aujourd'hui, Pablo Sarabia le compense, on va dire, dans l'effectif. À défaut de les refourguer dans d'autres clubs, Draxler et Mauro Icardi sont dans le loft avec les indésirables. Et en matière de titulaires, on a la MNM, Mbappé, Neymar et Lionel Messi. Hugo Ekitike est bien sûr venu, on ne l'oublie pas, mais le PSG avait quand même plein de besoins en termes de profil, de registre. D'abord, il fallait rajeunir notre attaque, c'est chose faite avec Hugo Ekitike et aussi avec le départ de Di Maria qui avait quand même 33 ou 34 ans. Et personnellement, je voulais, je l'ai répété beaucoup, un ailier percutant qui prend la profondeur, parce qu'avant le début de saison, on n'avait que Mbappé qui faisait ça. Or, aujourd'hui, on voit que Christophe Galtier veut axer son jeu offensif sur la supériorité numérique et la prise de profondeur. En témoignent les mouvements de Sarabia et Neymar Messi qui sont clairement anormales depuis le début de la saison. Franchement, ils prennent la profondeur comme jamais ils l'ont prise au PSG. Ça fait plaisir et on espère qu'ils vont pouvoir continuer parce que, quand Mbappé va revenir, ils vont sûrement descendre d'un cran. Et deux, à leurs âges, il faut bien sûr maintenir un certain niveau d'exigence physique pour pouvoir galoper sur toute la durée d'un match. Ça, c'était mon exigence personnelle. Bien sûr, tout le monde sera d'accord pour dire qu'il faut un vrai numéro 9, quelqu'un qui est bon dans la surface en matière de mouvement, de finition, bon de la tête aussi, c'est ce qui ressortait dans la presse, et en point d'appui aussi. Scamacca a été cité pendant 3 semaines, au final il signe à West Ham. Et aujourd'hui en fait, on a deux joueurs qui fuitent dans la presse, qui sont des profils, on va dire, hybrides, qui mélangent ces deux conditions. L'ailier que je voulais et le numéro 9 que Luis Campos a clairement identifié. Parce que lui, il est clairement sur un numéro 9, avec la piste Lewandowski jusqu'à sa signature au FC Barcelone. Et évidemment, Scamacca. En plus d'Ekitike, qui lui aussi est quand même un vrai numéro 9. Là, ce soir, on a Marcus Rashford et Raphaël Leao. Alors, des profils hybrides, c'est quand même un très grand mot, parce que les deux, les imaginer en tant que numéro 9, c'est un petit peu compliqué. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on cherchait quand même un numéro 9 capable d'aspirer des défenseurs, créer de l'espace pour les Neymar, Messi, Mbappé. Rashford et Leao sont capables de faire ça en fait. C'est pour ça que j'ai dit profil hybride. On va s'attarder sur les deux joueurs. Commençons par l'anglais, Rashford, 24 ans, parce que c'est la piste la plus avancée et surtout celle qui a le plus de chances d'aboutir. Pourquoi? Parce qu'il y a une conjoncture favorable au PSG. Le joueur est en fin de contrat en 2023, il n'y a qu'une seule année de contrat à racheter. Selon l'équipe, donc derrière l'article, c'est José Barroso. Là, c'est quand même important de le signaler en fait, parce qu'à l'équipe, tu as Loïc Tanzi. Si c'était lui derrière l'article, tout de suite, ce serait vraiment beaucoup plus fiable. Là, c'est Barroso, donc on prend des pincettes, même si ça a été depuis confirmé par RMC Sport et Santi Aouna, qui lui dit que le joueur veut venir. Voilà, on a la volonté du joueur, il est apprécié de Kylian Mbappé, ça, tout le monde le sait, mais il sort quand même sûrement de sa pire saison, en fait, de sa carrière, parce que penalty loupé à l'Euro, vague d'insultes, haine, racistes sur Twitter. En Angleterre, ça avait fait la une pendant quelques jours. C'était envers lui et Saka. Ensuite, au mois d'août, il se fait opérer, donc il se prend vraiment la totale. Et du coup, physiquement et mentalement, il n'y était vraiment pas cette saison. Statistiquement, ça n'a pas suivi du tout. Et puis, bien sûr, là-dedans, tu as aussi le point névralgique, qu'est l'environnement Manchester, qui est une ville et une équipe de merde, je ne cesserai de le répéter. Donc, si tu le mets dans un autre environnement, il y a fort à parier que 1. La fraîcheur qu'un transfert lui apporterait, et 2. Un autre environnement, tout simplement, lui ferait du bien. Là-dessus, c'est quand même un point, on va dire, à la limite, positif pour ce transfert quand tu l'imagines, parce que c'est quand même un dossier qui divise. C'est un joueur qui, sur les 3 dernières années, peine quand même. Ensuite se pose la question de son bon poste. Voilà, là où il est le meilleur, est-ce que c'est en tant qu'ailier gauche ou axial? Parce que lui-même a dit, en fait, il n'a pas vraiment donné de préférence, mais tu sens clairement qu'il préfère être ailier gauche parce qu'il a dit
qu'à ce poste-là, ça repose plus sur toi. Tu touches plus le ballon, c'est toi qui te crée les occasions. Alors que quand tu es numéro 9, tu dépends beaucoup plus de tes joueurs un petit peu plus reculés. Est-ce qu'ils vont parvenir à te trouver? Quand ils te trouvent, si c'est 3-4 fois sur tout le match, tu es obligé en fait d'être efficace. Après, s'ils te trouvent 20 fois, bien sûr, là c'est un luxe. Mais ça n'en reste pas moins assez difficile. Les discussions avec son entourage avancent positivement, ça j'ai oublié de le signaler, parce que déjà sous Leonardo, il était pisté. Avant, c'était dans le cadre du remplacement de Kylian Mbappé en cas de départ. On rappelle quand même que Leonardo avait des relations très compliquées avec l'entourage d'Mbappé. Du coup, Nasser a repris le dossier en main et Leonardo de son côté cherchait un petit peu des remplaçants. Dembélé, Rashford, Sadio Mané par exemple, qui était pisté sous Leonardo. Donc voilà, là c'est vraiment un avantage que Rashford soit pisté par le club depuis maintenant 1 an on va dire. Ça aide Luis Campos. Alors c'est vrai que c'est un joueur qui a 24 ans, donc qui arrive dans la fleur de l'âge, il y a encore une vision d'avenir, mais voir Luis Campos s'y intéresser, ça peut quand même interroger. Bref, c'est pas un point d'appui comme je le disais, mais c'est un attaquant bien sûr de mouvement, qui se rapproche de Kylian Mbappé, qui préfère prendre la profondeur, et même avec ballon. C'est pas quelqu'un qui va remiser sur un milieu, qui va être un point d'appui, un pivot, mais plus un attaquant qui va partir en phase arrêtée, ou alors recevoir le ballon en pleine course parce qu'il va avoir fait un bon appel, qui va maintenir une ligne de défense adverse assez basse, et dans les 1 contre 1, être assez bon, avoir le coup de rein, l'explosivité, et surtout, au-delà de ses qualités pour éliminer, il a des qualités pour fixer. Et là, j'en viens justement au profil hybride, parce qu'il est capable d'attirer l'attention de 2 ou 3 défenseurs, ce qui fait qu'il va bonifier en fait la prise d'espace pour ses autres partenaires, en attirant plein de défenseurs sur lui, ballon au pied, tout simplement. Alors, la différence entre Rashford et un attaquant qui joue en pivot, c'est que lui, il va aspirer les défenseurs, mais en étant face au jeu, alors qu'un pivot va aspirer les défenseurs par un décrochage et en étant dos au jeu, ce qui fait que Rashford va directement être impliqué pour faire briller ses partenaires, alors qu'un pivot va probablement remiser, passer par un milieu ou quelque chose comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Là, Rashford, l'apport sera beaucoup plus direct. Et j'aime bien. En termes de profil, attention, au-delà du nom et du passif du joueur, le profil intrinsèque, je valide là-dessus pour faire briller ses partenaires, même si bien sûr il y a d'autres problématiques qu'on va avancer plus tard. À la limite, dans l'axe, tu peux l'imaginer, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que jouer avec des ailiers, c'est compliqué. On joue en 3-4-1-2. À la limite, il sera second attaquant, il pourra attaquer le demi-espace, se connecter avec Nuno Mendes, mais le couloir, aujourd'hui, il est clairement pour nos pistons. Même si, là-dessus, j'aimerais faire une parenthèse, tiens, les pistons. Aujourd'hui, on a Hakimi et Nuno Mendes qui sont titulaires. La saison dernière, on disait, bon, ils ont quasi les mêmes qualités. Là, aujourd'hui, je trouve quand même qu'il y a un des deux qui tire son épingle du jeu. Et là, tactiquement, il y a quand même quelque chose à tirer. C'est-à-dire que Nuno Mendes est meilleur techniquement qu'Achraf Hakimi avec le ballon dans les pieds. Donc, à la relance, il faut que Nuno Mendes soit plus profond, plus proche de ses défenseurs et de son gardien que Achraf Hakimi, parce que Hakimi va pas forcément t'apporter bas sur le terrain, mais lui, il faut clairement qu'il attaque la largeur et la profondeur. Ensuite, Achraf Hakimi, il faut qu'il reçoive le ballon en pleine course. Donc, il faut qu'il soit beaucoup plus haut que Nuno Mendes. Et surtout, à la perte, Nuno Mendes, je trouve que là, avec la progression observée la saison dernière, il est vraiment meilleur qu'Achraf Hakimi en termes de rigueur défensif. Donc, pourquoi pas lui demander de rester un cran en dessous d'Achraf, puisque du coup, de l'autre côté, il y a asymétrie avec les qualités de contre-presseur d'Achraf Hakimi. C'est-à-dire que d'un côté, hop, Achraf peut se permettre de monter clairement, aller contre-presser parce qu'il est très bon là-dedans, et Nuno Mendes parce qu'il est meilleur défensivement, il calcule beaucoup mieux ses coups et il arrive à être très intelligent dans son placement, il a vraiment beaucoup bossé son placement la saison dernière, il peut rester un cran en dessous. Fin de la parenthèse, et du coup, ce que je tire de cette parenthèse, c'est que sur le côté droit, bon, t'as Achraf et Lionel Messi, pas de problème, mais à gauche, si t'as par exemple un joueur capable de jouer ailier comme Rashford ou Rafael Leao, ça peut t'aider en fait. Ça colle parfaitement avec ce que je viens d'énoncer. Nuno Mendes qui reste un cran en dessous. Parce que justement, à la relance, il est capable en fait de trouver des passes assez appuyées sur son ailier ou sur un milieu de terrain, entre les lignes, capable de briser une voire deux rideaux adverses.
Il en est tout à fait capable, sans pour autant le brider et le faire jouer comme un latéral. Ça reste un piston, et bien sûr, il faut profiter de ses qualités de centre ou pour apporter de la supériorité numérique. De toute façon, en Ligue 1, la supériorité numérique est une évidence, tant nos adversaires se recroquevillent et nous apportent pas vraiment de danger numérique, si ce n'est en contre-attaque. Bref. Donc à la limite, Rashford, tu peux l'imaginer en tant que faux numéro 9, mais vraiment pas en tant que poison en fait, quelqu'un qui va se mettre entre les deux centraux. Lui, il va attaquer l'aile et le demi-espace, mais pas du tout rester entre les deux centraux. Bon, techniquement, il est très bon, comme je l'ai dit, il a le coup de rein et la vitesse avec ou sans ballon. Et la profondeur, comme je le disais, c'est quand même quelque chose qui me semble être un principe vraiment très important pour Christophe Galtier dans son PSG. Il en a beaucoup demandé à Messi, Sarabia, Neymar sur la préparation. Kylian Mbappé va revenir, ça va lui faire du bien. Mais du coup, voir Rashford prendre la profondeur, bah là, ça pourrait être cohérent en fait avec les intentions de Christophe Galtier. Maintenant, Rashford, c'est pas qu'un joueur de profondeur et un ailier. Dans la surface et aux abords de cette dernière, il a quand même une belle qualité de déplacement qu'il a su bonifier avec le temps. Il a bien progressé là-dessus, même si bon, cette saison, c'est pas celle qui va témoigner en la faveur de ce que je dis. Mais dans tous les cas, ça n'en reste pas moins qu'il a montré à un moment donné des qualités très très bonnes. Voilà, pour se retirer, se faire oublier, se retrouver dans le dos de défenseurs, reprendre des centres bien sûr. Et il a un bon jeu de tête. Ça, c'est quelque chose qui est recherché, on le sait, par Luis Campos. Donc voilà, il sait reprendre un centre, c'est plutôt pas mal et c'est une différence avec la quasi-totalité de nos attaquants. C'est encore une fois un axe de progression pour Kylian Mbappé. En début de saison dernière, Mbappé, en septembre, il marquait des buts de la tête et il avait des occasions. Tu sentais qu'il voulait vraiment progresser dans ce secteur-là. Depuis, bon, il a pris quelques coups francs, les coups de pied arrêtés, il les a bossés, mais la tête, visiblement, ça l'intéresse pas trop. Avec ballon, comme je l'ai dit, donc Rashford s'est créé de l'espace pour ses partenaires faire de la fixation. Et bien sûr, en termes de finition, bah, il faut qu'il soit plus efficace, quoi. Mais de l'autre côté de l'équation, tu te dis que si Neymar et Messi continuent sur leur lancée, si Kylian Mbappé réussit à trouver sa place, parce qu'aujourd'hui Mbappé va revenir dans une équipe où Neymar et Messi scorent beaucoup, à la différence de la saison dernière où les deux étaient complètement stériles. Tu vois ce que je veux dire? Là, Kylian Mbappé, va falloir qu'il trouve son compte en termes de statistiques de création d'occasion, avec du coup Neymar et Messi qui sont tranchants, qui aux abords de la surface vont pas lui faire de cadeaux. Hein. La saison dernière, Messi faisait beaucoup de passes à Mbappé. Là, il est dans une dynamique positive. Il a mis une retournée acrobatique dans la surface. Il a retrouvé son tranchant. Forcément, il va tout de suite faire moins de passes à Mbappé. Tu vois ce que je veux dire? Donc, faut qu'il y trouve son compte. Après, moi, bon, tu peux te poser des questions. Peut-être qu'il y aura un temps d'acclimatation. Moi, je pense que Mbappé va y avoir peut-être 2 ou 3 matchs qui vont être un petit peu en dents de scie, où il va marquer à la limite son but, mais sans se créer 150 occasions. Après, bon, peut-être dès le match de Montpellier ce week-end, il va en planter 5, hein, mais je pense qu'il va y avoir une période d'acclimatation. Mais son ego, on va dire, sa fierté, et puis son honneur vont revenir tout de suite. C'est un compétiteur et bien sûr, il ne va pas se laisser faire. Kylian Mbappé, il va retrouver ses statistiques. Donc voilà, les défauts de finition de Rashford, bon, on va dire aujourd'hui, à l'instant T avec les dynamiques actuelles, c'est pas quelque chose qui pose vraiment problème si Neymar et Messi continuent à faire but et passes décisives à chaque match. Bon, même si ça, bien sûr, c'est quand même une hypothèse qui est assez peu probable. Ensuite, il y a la question de la Ligue 1. C'est vrai que Rashford, vous l'avez compris, face aux défenses regroupées, c'est plus compliqué. Il a besoin d'espace. Il a besoin d'une ligne défensive qui joue haute pour en être le poison numéro 1. En Ligue 1, vous l'avez compris, difficile de l'imaginer s'acclimater en fait. L'environnement PSG pourrait être un plus pour lui, surtout que bon, je n'ai pas l'impression que ce soit un joueur qui tombe dans les travers de la vie parisienne. C'est plutôt quelqu'un qui est maîtrisé et qui d'ailleurs en dehors du terrain fait parler de lui plus que sur le terrain d'ailleurs pour ses actions caritatives et tout ça. Mais voilà, c'est vrai que tactiquement en Ligue 1 ça peut être compliqué à envisager. Après, on émettait un petit peu les mêmes doutes pour Vitinha. Son match contre Clermont a été une masterclass absolue. Si Clermont, c'est pas le haut de tableau, c'est pas le gratin de la Ligue 1. Et puis maintenant, pour moi le point névralgique de tout ça, c'est le prix. Pour moi, il faut mettre 30 millions d'euros maximum. Au-delà, c'est une mauvaise affaire. Sinon, si on peut en tirer 25 millions, écoutez, je ne serais pas complètement contre. Parce qu'encore une fois, le profil, je l'ai détaillé.
Ailier, moi je veux vraiment quelqu'un qui est capable de mettre de la percussion sur les côtés. Et Hugo Ekitike va être attiré par la même zone que Kylian Mbappé, mais pas avec le même registre. C'est plus quelqu'un qui va jouer dos au jeu, on va dire. Voilà. Mais Rashford, lui, va être plus face au jeu. Voilà. Il se rapproche de Kylian Mbappé. Bon, pour moi, c'est pas vraiment un problème. Hein. Ils peuvent tous les deux être associés devant, bien sûr, avec un Messi ou un Neymar derrière. Et vraiment, voilà, l'ailier. Moi, pour tout vous dire, celui que je veux, et peut-être que j'en ferai une vidéo d'ici à la fin du mercato, c'est faire revenir Moussa Diaby. Pour moi, c'est l'ailier parfait pour remplacer Di Maria, pour apporter la prise de profondeur, la percussion et tout ça, la verticalité, et surtout le dernier geste, en fait, la qualité de centre aussi. Marcus Rashford se rapproche un petit peu de ce profil, c'est pour ça que intrinsèquement je valide. Et puis pour ce qui est du joueur, la forme et tout ça, sa dernière saison qui est lamentable, médiocre, c'est vrai que il y a l'environnement Manchester qui est à son avantage, on va dire, une circonstance atténuante. Mais sinon, c'est vrai que c'est compliqué de l'envisager, quoi. Et je comprends parfaitement les gens qui émettent des réserves. Pour moi, en fait, le point X, c'est le prix. Tout simplement 30 millions, grand maximum. Raphaël Leao. Bon, alors Raphaël Leao, on va aller plus vite parce que c'est plus trop d'actualité, en fait. Il a discuté avec Campos, selon RMC, au moment de la nomination de ce dernier en tant que conseiller sportif du club. Mais finalement, c'est Rashford qui semble être priorisé, même si le Portugais est vraiment apprécié de Luis Campos. C'est un profil qui ressemble quand même à Rashford, même si, bien sûr, il s'en différencie. D'abord parce qu'il est beaucoup plus en confiance que lui. Il sort tout simplement d'une saison où il a scoré, où il a été précieux pour Milan et où il est tout simplement élu meilleur joueur de Serie A. C'est quand même pas rien. C'est moins risqué du coup, même si évidemment il s'en différencie aussi parce que c'est plus cher et quasi impossible. Quasi impossible pourquoi? Parce que Milan vont en demander un prix démentiel, si ce n'est Milan va bloquer tout simplement le transfert, et surtout le joueur en fait. Raphaël Leao, ça peut être bien de venir au PSG, mais à Milan aujourd'hui, il a quand même un projet qui est assez solide, qui vient de remporter la Serie A. Et surtout, s'il vient au PSG, le mec, il va avoir l'intention, la prétention d'être titulaire. Que Marcus Rashford, voilà, le mec, il vient se relancer. Bien sûr qu'au début, remplaçant dans la rotation, il va accepter. Leao, non, évidemment que non. Et puis surtout, si tu l'achètes, c'est 80 millions minimum. Donc 80 millions pour un remplaçant, ça commence quand même à être pas très logique, tu vois. Donc là, l'équation, elle est quand même beaucoup plus difficile à résoudre, même si en termes de profil, bien sûr, il est ailier gauche, il est capable de revenir dans l'axe, attaquer l'intérieur du jeu. Ce que j'ai noté, c'est sa connexion avec Théo Hernandez aujourd'hui avec l'AC Milan. Là, avec Nuno Mendes, on pourrait la retrouver, surtout que les deux sont portugais. Ça pourrait vraiment faire des ravages, en fait, une belle association ailier piston. Surtout qu'à droite, Messi et Achraf Hakimi, même s'il y a du mieux par rapport à la saison dernière, c'est pas forcément la relation du tonnerre, hein, ils sont pas vraiment amoureux. Ce serait bien d'avoir un ailier qui réussit à bien se connecter avec Nuno, surtout que Neymar, avec Bernat, Neymar n'avait pas trop de problèmes, il se connectait vraiment bien techniquement. Avec Nuno, au début, c'était vraiment difficile. Il y a eu du mieux sur la fin de saison dernière et globalement en ce début de saison sur la préparation, mais c'est pas non plus quelque chose qui est vraiment un facteur X de l'équipe. Bref, Leao est puissant, explosif, il peut partir en phase arrêtée, fixé pour libérer de l'espace. En fait, c'est vraiment un registre qui ressemble beaucoup à Marcus Rashford. Donc on va pas s'y attarder. Le problème, c'est évidemment le prix, tout simplement. Et là, je pense que pour Leao, tout le problème, c'est de faire partir soit Neymar, soit Messi avant, pour du coup lui offrir une place de titulaire et de figure de proue dans le projet tactique et sportif de Luis Campos et Christophe Galtier. Bref, ces deux profils ressemblent à Kylian Mbappé, je vous l'accorde. Personnellement, je l'ai déjà dit plus tôt, c'est pas un problème. Et bien sûr, c'est le genre de profil que je valide parce que, voilà, hybride entre numéro 9, parce qu'il y a quand même une bonne finition, et ailier, qui t'apporte de la percussion. Maintenant, c'est vrai qu'ils vont être attirés par les mêmes zones que Mbappé, que Ekitike. Donc là, évidemment, c'est soit Rashford Mbappé, soit Rashford Ekitike, soit Mbappé Ekitike, mais pas les trois en même temps. Si Rashford vient, bien évidemment, parce que là, il se marcherait dessus. Mais dans tous les cas, à moins de 30 millions, personnellement, je me mouille et je validerai le recrutement de Marcus Rashford, même si ce serait un vrai risque. Et là-dessus, le risque, pour y répondre, justement, parce qu'il faut avoir réponse à tout, déjà le salaire, lui faire signer par exemple 6 à 6 millions net grand maximum, et la durée du contrat. À 24 ans, c'est vrai que c'est compliqué, mais
Marcus Rashford aujourd'hui vaut 60 millions sur Transfermarkt. Il a qu'un an de contrat, donc c'est faisable, hein, 30-35 millions. C'est vraiment pas délirant, hein, ce serait une bonne affaire pour Manchester United et pour le PSG en fait. Voilà, c'est quand même plutôt bien vendu pour un an de contrat, surtout avec la saison qu'il vient de pondre. Ce que je veux dire, c'est que 30 millions d'euros, tu peux les amortir sur 3 ans. Que si tu le recrutes 70 millions, tu es obligé de lui faire signer un contrat de 5 ans pour l'amortissement. Là, tu peux lui dire, écoute mon coco, on te fait 3 ans et une en option si tu fais de bonnes performances. Et là, bien sûr, le risque est quand même moindre. Tu diminues la part de risque. Bref, j'espère avoir répondu à toutes vos questions. J'espère que la vidéo a été complète. Ça m'a fait plaisir franchement parce qu'en plus je me suis posé, je faisais une vidéo sur Simakan, voilà, je faisais mon brouillon, j'allais l'enregistrer pour la poster ce soir et ces deux infos sont sorties, du coup je me suis rabattu sur les attaquants. Bref, bonne soirée à tous, n'hésitez pas à poser un like si cette vidéo vous a plu, on se retrouve demain pour Simakan du coup et peut-être d'autres rumeurs d'ici là. Prenez soin de vous avant tout, allez Paris et puis samedi évidemment il y aura le débrief du match contre Montpellier au parc. Ciao les amis.